Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, on va commencer avec des sujets qui n'ont rien à voir avec la pandémie et on terminera avec ces sujets pandémiques, peut-être un petit peu moins gros que la semaine dernière, mais quand même des choses importantes à suivre pour l'application Stop Covid. Mais avant ça, dans la première partie de l'émission, on va parler de plein de sujets tech, on va dire intéressants, amusants, importants à savoir aussi pour suivre l'actu. Et comme ça, du même coup, on va vous changer un petit peu les idées. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir mon camarade Jérôme Kainborg, après que mes deux autres camarades de feu upload l'émission qui n'existe plus aient eu des empêchements à la dernière minute. Mais heureusement, Jérôme est là, veillant, fidèle au poste. Comment ça va, Jérôme ? Attends, j'enlève mon masque. On m'a dit que les masques faisaient d'excellents filtres anti-pop, donc maintenant j'ai décidé de... C'est pas faux, mais en même temps... Et ça garde le postillon. Je crois que, si j'ai bien compris, selon les experts, et je me fie toujours aux experts, évidemment, comme on sait que c'est important, je crois que le Covid-19 ne se transmet pas par les podcasts. Du coup... Non, mais par contre, je rajouterais un conseil quand même important de prévention. Ne léchez jamais le micro d'un podcasteur. Voilà, c'est important. Sanitairement, c'est pas bon. Hein. On est tout à fait d'accord. Je pense que d'ailleurs, généralement, quand je viens enregistrer chez toi, ça arrive de temps en temps, à l'époque où on pouvait encore voyager, j'évitais soigneusement de lécher ton micro. C'est une recommandation que je te prenais à cœur. Comme le matériel est précieux chez nous, en fait, on désinfecte Patrick avant de le mettre devant un micro pour pas abîmer le micro, en fait. Voilà. Bon, on va vous parler d'histoires de copyright et de deepfake et d'intelligence artificielle. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Il va y avoir aussi des histoires de vert contre mauve. Je sais pas si tu as vu passer ces histoires, mais c'est assez amusant. Je fais un peu le boycott des réseaux sociaux, donc je rate plein de choses en ce moment. Et ben voilà, ça va être parfait, tu vas pouvoir être tenu au courant, d'autant plus qu'il y a des choses importantes qui se passent aussi du côté de la vraie tech, des vrais barbus, avec notamment des changements du côté de Windows X, Windows 10 X qui va... Bon, Microsoft change un peu d'avis ou confirme une décision qu'ils avaient prise depuis longtemps, mais en secret. Plein d'autres choses comme ça. Et puis, comme je le disais, on va finir en deuxième partie avec les résultats financiers d'une part. Bien sûr, comme toujours, on parle uniquement des choses intéressantes dans ces résultats financiers, des choses qui nous ont sauté à l'œil, à l'esprit, à la tête, au visage, comme des aliens du film Alien. Et le point sur l'application Stop Covid et les relations, on va dire, intéressantes entre le gouvernement et Apple. On fera le point sur tout ça. Avant ça, je veux te poser une question. Tu viens de me donner une idée absolument géniale. Je vais m'acheter un alien en plastique pour recouvrir mon masque et me balader dans la rue avec un alien sur la gueule. Ça a déjà été fait. Mais tu peux le faire aussi, hein, mais c'est effectivement une excellente idée. En plus, tu peux mettre tous les systèmes de filtrage que tu veux, parce qu'il fait une taille vraiment imposante. Oui. Donc, un grand merci aux gens qui soutiennent l'émission. On remercie les gens qui soutiennent par Patreon, patreon.com/rendez-vous tech. Il y a, alors écoutez bien, hein, attention, Samuel Fondrion, bien sûr, un certain Patrick Béja, qui visiblement soutient le rendez-vous tech. Vraiment, c'est ce que j'ai dans C'est le comble de l'ego. Je me patreonise. Non, mais il y a une raison à ça. C'est que je voulais avoir les messages, voir comment ça se passait pour les gens qui étaient abonnés, pour les messages qu'ils recevaient et comment c'était formaté, etc. Donc, je me suis abonné pour savoir. La vraie question, c'est: es-tu généreux avec toi-même ? Oh bah non. Non, mais il manquerait t'as pris le truc le plus bas, quoi. On remercie aussi. Et est-ce que tu te gueules dessus dans la chatroom, genre remboursé, t'es en retard, j'ai pas du tout aimé ton traitement de tel sujet. Écoute, ça peut arriver de temps en temps. Je réécoute un épisode une fois de temps en temps. Je me dis, mais enfin, franchement, Patrick, mais tu racontais n'importe quoi, c'est honteux sur les épisodes qui ont quelques années. Et en même temps, je me dis, ça veut dire que j'ai pris en maturité, tu vois, que je traite mieux les sujets.
Tu peux mesurer ton progrès, tout à fait. Quand on part de si bas. M120, Lucas Worms, Frédéric Boyer, Michael Franconi, Christophe Huguet, Guillaume Coleman, Arthur Brinville et Franck Soth. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon. Avant de se lancer dans ces histoires de copyright, j'aimerais quand même te demander, tu me disais avant qu'on commence l'émission que tu passes sur PC, que tu abandonnes tes Mac, tes iPads qui sont presque comme des ordinateurs, que tu les laisses de côté, que tu les jettes à la poubelle et que désormais le PC est ton seul vrai amour, c'est ça ? Oh là, comment tisonner, surtout moi qui viens de dire ce matin que je détestais Windows. Non, c'est simplement une partie de mon activité, parce que tu n'es peut-être pas au courant, mais je fais énormément de live avec ce confinement, parce que je me suis senti un peu utile, on va dire, en live. J'en fais à 14h, j'en fais le matin, et j'ai lancé aussi une chaîne Twitch, et je joue sur ma chaîne Twitch. Tout ça pour dire, et j'ai commencé à faire des interviews aussi sur Twitch. Ouais, on sent ceux qui n'ont pas d'enfants. Hein. Franchement, on sent ceux qui n'ont pas d'enfants, je dis. Et je dis ça sans aucune amertume. Je dis ça avec, on va dire, un petit peu de jalousie, parce que j'aimerais bien faire pareil, mais... Très honnêtement, moi, le truc, c'est que sur ma chaîne et mes différents rendez-vous avec ma communauté, je faisais pas du tout de gaming. Alors que je joue un petit peu à côté, alors peut-être pas au jeu, tu vois, très à la mode, mais solitaire, machin. Ça compte pas. Mais le solitaire, ouais, sur Twitch, c'est surtout avec un Shadow Infinite, tu sais, le truc disproportionné. Non, mais tu vois, là, en ce moment, je joue énormément à Mountain Blades Bannerlord, et donc on suit l'évolution de mon personnage avec une partie de la communauté sur Twitch. C'est très rigolo, j'en fais pas énormément, hein, c'est quelques heures par semaine, par-ci, par-là, quand j'ai le temps. Mais du coup, tu fais ça sur Twitch, PC plus que sur Mac ? D'abord, les jeux sont sur PC. Oui, mais toi, tu as ton Shadow Infinite, machin. La raison principale, quand tu streams avec un Shadow, il faut quand même un petit PC à côté, ne serait-ce que pour gérer ta caméra et ton micro, parce que pour l'instant, Shadow ne gère pas le double écran. Donc c'est plus du confort. Tu peux streamer avec juste un Shadow, mais tu es obligé de faire du multi-fenêtrage sur un seul écran. C'est pas très confortable. Mais en fait, la raison principale de pourquoi je commence à déporter une partie de mon activité de live et de podcast et de stream sur le PC, c'est surtout OBS. OBS Studio, qui est le logiciel que j'utilise pour faire mes streaming vidéo, est beaucoup plus performant sur PC que sur Mac. Beaucoup plus à jour, et comme j'utilise énormément de canaux différents entre YouTube, Twitch, etc., c'est beaucoup plus facile de switcher avec OBS PC. J'ai des problèmes sur Mac sur la gestion justement des vidéos de mes invités. Tu vois, je les invite sur Discord, l'affichage vidéo il est bon sur le Mac, mais dès que je les passe dans OBS, ça se met à laguer. Mes Macs sont peut-être pas assez puissants, je sais pas. Bref, puis c'est aussi pour garder mes chakras ouverts. Pour ne jamais m'endormir. Donc toute mon activité, on va dire montage vidéo, travail au quotidien, se passe encore sur Mac et surtout sur iPad. En fait, il y a ça aussi. C'est que tout mon travail, on va dire bureautique, gestion de la chaîne, etc., je fais sur iPad. Mon boulot de montage vidéo, c'est sur Mac. Et on va dire que les lives, je commence à expérimenter, le streaming, je commence à expérimenter sur PC. Intéressant, oui, c'est vrai que bon, il y a quand même mine de rien cette catégorie d'utilisation. On va dire c'est du bidouillage, mais pas tout à fait du bidouillage. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont pas aussi grand public que le reste de l'informatique. Et sur PC, il y a toujours des outils pour faire ça, des petits scripts qui ont été développés, des petits logiciels qui sont plus sur PC. Et puis, ça me parle beaucoup aussi, l'idée de garder la main dans les deux pots de confiture un petit peu pour savoir ce qui s'y passe. Moi, j'ai mon PC sur lequel je passe le plus clair de mon temps et mon Mac aussi portable que j'utilise régulièrement et c'est bien d'avoir les deux, quoi. Ouais, il y a des... Et puis bon, il y a un fait, si tu te mets sur Twitch et que tu fais un petit peu de jeu, tes jeux, ils se lancent sur PC, donc tu vas pas commencer à essayer de lancer ta webcam sur ton Mac, ton jeu sur un PC. Non, mais avec ton Shadow, ça pose plus de problème du coup, mais c'est vrai que c'est peut-être pas aussi simple. Disons que si tu streams ton Shadow sur un Mac,
t'as des problèmes justement avec OBS. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas pour le ça qui fonctionne pas très bien. Le streaming, ouais. Bon, bah écoute, je suis heureux de voir que tu reviens un petit peu vers le PC. Ça me fait plaisir. Moi, je défends tous les OS, ou presque. Après, ça me permet de voir aussi pourquoi je déteste Windows. Et ça me confirme dans le fait que je déteste Windows, ouais. Enfin, je déteste pas, mais Windows est un OS avec du caractère. Il décide moi, franchement, comment il va se lancer tous les matins. Bon, mais franchement, moi, ça fait très longtemps que j'ai plus eu de problème. Hein. Mais bon, on fera peut-être un épisode spécial sur ces sujets un jour. Et peut-être que Windows 10 X pourra te reséduire. On va en parler dans un moment. Mais avant ça, donc, cette histoire de copyright, 2 histoires de copyright vraiment intéressantes que j'ai voulu évoquer dans cette émission pour vous donner un petit peu, parce qu'on a été tellement plongé ces derniers temps dans les histoires de pandémie, revenons vers des questions de tech, et de tech qui est là où elle est le plus intéressant, c'est-à-dire quand elle pose des nouvelles questions à d'autres domaines de notre société. En l'occurrence, c'est des questions sur le droit et sur la propriété intellectuelle et la création, sur le contrôle qu'ont les artistes sur leur image, en quelque sorte, et le contrôle qu'ont les créateurs sur leurs inventions. Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a 2 sujets qui ne sont pas tout à fait identiques, mais qui touchent aux mêmes choses. Vous connaissez les deepfakes, bien sûr. Ce sont des vidéos créées artificiellement à partir d'éléments réels, mais qui permettent de faire d'autres choses à des personnes ou de faire dire d'autres choses à des personnes par ces algorithmes. En l'occurrence, il y a une chaîne sur YouTube qui utilise des deepfakes depuis longtemps pour faire des trucs un petit peu marrants, faire chanter des présidents, par exemple, des paroles de NWA ou des trucs de ce type-là. Et ils ont utilisé un algorithme donc de deepfake pour faire réciter à Jay-Z, donc le rappeur, une pièce de Shakespeare. Et c'est impressionnant quand on l'entend, c'est vraiment la voix de Jay-Z, mais pas juste un imitateur, c'est vraiment, c'est presque plus vrai qu'un imitateur, et il y a tous les maniérismes de la voix, on sent vraiment, on a l'impression que c'est lui, et il récite un morceau de pièce de Shakespeare. Ça n'a pas plu à Jay-Z et à sa société Roc Nation, qui a intenté un procès à la chaîne YouTube, qui a envoyé une demande à YouTube pour faire supprimer les vidéos. YouTube s'est exécuté comme toujours dans ses demandes de strike de copyright, mais ça pose la question du coup, cette création, c'est pas Jay-Z, c'est même pas un resample qui a utilisé vraiment des extraits audio de sa voix. C'est un algorithme qui a été entraîné pour recréer sa voix à partir de rien du tout. Alors, il a écouté la voix de Jay-Z, on peut le dire de cette manière, il a écouté simplement la voix de Jay-Z et puis il a recréé la chose. Et du coup, évidemment, la chaîne en question a dit que c'était un abus de copyright, etc., etc., mais la question est vraiment intéressante. Et avant qu'on en discute un moment, je veux parler de du deuxième sujet que je voulais évoquer. C'est l'intelligence artificielle qui s'appelle Dabus, D-A-B-U-S, qui a été développée par un physicien et un chercheur en intelligence artificielle qui s'appelle Steven Thaler, qui a développé donc cette intelligence artificielle et qui a soumis 2 demandes de brevets aux États-Unis. Hein. Là encore, on parle des États-Unis. 2 demandes de brevets en 2019 pour des inventions qui sont relativement bénignes. Hein. Il y a des trucs c'est assez inintéressant comme sujet. C'est genre un truc pour une lampe torche et je sais plus, un autre truc de ce type-là. Et du coup, pour bien qu'on comprenne, c'est l'intelligence artificielle elle-même qui a été mentionnée comme créateur de ces brevets. Parce qu'il faut toujours nommer une personne pour la création des brevets. Et le bureau des brevets aux États-Unis, le USPTO, a dû décider, est-ce qu'ils accordaient le brevet, du coup, à une intelligence artificielle. Steven Thaler, le créateur de l'intelligence artificielle, dit en fait, je peux pas moi me citer comme créateur de ces brevets parce que c'est pas moi, c'est pas plus moi
qui ai créé ces brevets que c'est moi qui ai créé des brevets quand mes étudiants auxquels j'ai donné les cours et j'ai appris les manières de penser vont ensuite, eux, créer des choses et déposer des brevets. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le bureau des brevets a décidé qu'une intelligence artificielle ne pouvait pas être créateur de brevets et qu'il fallait, comme créateur de brevets, mentionner une personne qui est une personne naturelle. Et c'est marrant parce qu'en disant personne naturelle, qui est l'intitulé exact, a natural person, ça nous évoque l'idée d'une personne synthétique. Et là, ça devient tout... Et en fait, c'est un petit peu... Alors, c'est pas une personne synthétique, mais c'est effectivement une intelligence artificielle. Donc, 2 sujets que j'ai réunis qui m'ont paru assez intéressants. Qu'en penses-tu ? Alors, sur la première partie avec Jay-Z, alors, le peu que je connaisse en droit, je crois quand même qu'il y a une chose fondamentale dans le droit copyright, c'est la confusion. Parce que effectivement, on pourrait se dire, ce n'est pas la voix de Jay-Z, c'est une imitation de Jay-Z, aussi perfectionnée soit-elle et aussi parfaite soit-elle. On peut dire, c'est pas Jay-Z. Ça, c'est le côté, effectivement, il abuse de son copyright. Mais en même temps, il y a un principe, de ce que j'ai compris dans les lois de copyright, à partir du moment où tu crées une confusion pour le public entre ton droit et... tu vois, c'est comme si tu créais un sac Chanel avec trois N. Tu vas créer une confusion. Ouais, si on peut confondre la copie avec l'original, disons qu'en l'occurrence, c'est une chaîne qui est spécialisée dans les deepfakes. Il semble difficile de penser que quelqu'un se dira... Encore que, remarque peut-être que... Oui, mais tu sais pas où ça peut être diffusé. Tout le problème des deepfakes est là. Et de toute façon, tout le problème est là. Tant que c'est des parodies et tout, on peut dire, mais c'est pas bien grave. Moi, je me mets à la place de... Enfin, j'aimerais bien me mettre à la place de Jay-Z. Mais je me mets à sa place, ou en tout cas de la défense de son copyright. Qui il est, qu'il représente pour le public et ce qu'on lui fait dire, c'est le fondement même de son copyright. Et si tu commences à laisser faire, on est à 2 doigts d'une intelligence artificielle qui va créer des chansons avec la voix de Jay-Z, son visage animé, et ça sera peut-être mieux que Jay-Z en plus. C'est ça aussi le danger. C'est que pour l'instant, avec le deepfake, il y a encore un petit truc qui fait que on est là, ça met la puce à l'oreille. Pas exactement ça. Mais on est, on n'a qu'à le voir dans les films hollywoodiens. Il y a des. Je regardais là le Gardien de la Galaxie 2. Je sais plus quel est l'acteur qui joue le père, machin, mais ils l'ont fait jeune. Je me suis un peu laissé avoir, alors que la princesse Léa dans les Star Wars, on voit bien que c'est un peu traficoté, mais on est à 2 doigts de l'imitation parfaite. Pour l'œil humain en 25 images secondes, tu vois. On est clairement dans certains films maintenant, on voit plus vraiment la différence. Là, il faut bien, pour que les gens comprennent, c'est pas une image qui est modélisée en 3D et qui est recréée à la main comme un tableau. On pourrait peindre quelqu'un ou dessiner quelqu'un de manière réaliste. Là, c'est vraiment, on a alimenter une intelligence artificielle, un algorithme avec des images et des sons, et ensuite on lui dit fais-lui dire ça et recrée l'image qui correspond. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'image, c'est que du son, mais on lui dit fais-lui dire ça. Et il le fait tout seul. On n'a pas besoin d'aller dans un logiciel de montage, un logiciel de modelage. Je comprends la problématique, mais je pense que là, le droit, finalement, est assez simple. À partir du moment où ça crée une confusion dans l'esprit du viewer entre la personne naturelle, utilisons ce langage, et la personne artificielle, le droit doit revenir à la personne naturelle. En tout cas, la loi telle qu'elle est actuellement. Ouais. Ok, et sur le deuxième sujet, du coup... on est en plein dans des épisodes passionnants de Star Trek Next Generation avec Data, et à partir du moment, qu'est-ce qu'une vie, qu'est-ce qu'une conscience, qu'est-ce qu'une intelligence? Est-ce que l'intelligence est déterminée par le naturel de cette intelligence? Attends, une seconde. Ouais. Tu vois, c'est le... écouter. C'est vraiment le passage de To Be or Not To Be.
Hop. Bon, c'est marrant. Bref, oui, pardon. Après, tu vois, il y en a certains qui vont dire oui, mais il faut laisser les créatifs et on retombe dans les problèmes du stamp, etc. Mais en même temps, ils auraient pu demander l'autorisation, peut-être. Oui, et le créer quand même. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que tout le monde connaît les questions, tout le monde sait les questions qui se posent quand on arrive à ce genre de discussion. Mais c'est intéressant de voir qu'elles se posent là avec cette nouvelle configuration-là. Peut-être qu'on parlerait de ces questions de copyright encore une fois dans un épisode spécial un jour. Mais la deuxième partie, effectivement, du sujet avec qu'est-ce qu'une personne naturelle, qu'est-ce qu'une personne artificielle, on touche du doigt des problèmes qui vont arriver dans le futur et qui se posent de manière magistrale. Et j'ai pas les solutions, mais pour moi, je suis peut-être un peu trop dans la science-fiction, mais pour moi, on est aussi à deux doigts de conscience artificielle et du coup, est-ce qu'il y aura des droits pour ces consciences artificielles ? Il y a des épisodes, pour moi, dont je me souviens de Star Trek Next Generation. Est-ce qu'on a le droit de débrancher une conscience artificielle à partir du moment où elle est consciente, où elle réfléchit ? Alors, je t'arrête juste une seconde parce que on a là, en fait, ça change le débat. Le débat, c'est pas est-ce que l'intelligence artificielle est consciente, et la question sur la consciente, on pourrait en débattre également là pendant plusieurs épisodes. D'ailleurs, il y a une super vidéo de Roger Penrose qui parle de la conscience et de comment ça pourrait être lié à la question de la mécanique quantique. Enfin, c'est super intéressent. Mais je voulais juste relier ça à la notion de droit, en fait. Et c'est là où je reboucle sur ton sujet. Quand je dis une conscience artificielle, et ça va plus loin qu'intelligence artificielle, dans quelle mesure une conscience artificielle peut avoir des droits, et notamment des droits au copyright ? Ouais. Et là, on reboucle sur le problème. Alors, je pense que la décision qu'ils ont prise aujourd'hui, elle est sage, mais que le problème va souvent se poser, en fait, dans le futur. Ouais, mais t'imagines, effectivement, si on a le droit de dire que c'est une intelligence artificielle. En fait, en même temps, la vraie question qui se pose, c'est juste la question de la personne qui met son nom sur le brevet. Tu vois, et là ils peuvent parce que j'allais dire, si jamais on peut donner le brevet à une intelligence artificielle, eh ben on peut créer une intelligence artificielle qui va faire déposer des centaines de brevets à la minute, tu vois, et ça devient infernal. Mais en pratique, si tu as des trucs qui sont dignes d'être brevetés, qui ont été créés par une intelligence artificielle, la société qui a développé l'intelligence artificielle, si c'est le cas d'une société, va juste déposer les brevets avec le nom d'un créateur qu'ils ont choisi comme ça, et puis ils peuvent quand même les créer. Donc c'est pas la question de est-ce que les intelligences artificielles peuvent créer des choses qui peuvent être brevetées, c'est juste est-ce qu'on peut mettre leur nom sur la demande de brevet. Donc, mais je trouve que d'ailleurs ce qu'il a dit est extrêmement pertinent. Quand tu donnes des cours à des étudiants et que grâce à tes cours, ces étudiants trouvent quelque chose. Par exemple, ou font quelque chose. Est-ce que qui finalement a les droits, parce que quelque part tu les as nourris comme une intelligence et ils ont processé, ils sont arrivés à un résultat. Tu vois les types de problèmes que ça peut poser, ouais. Le parallèle est très intéressant. Je crois qu'à un moment il faut sortir de la théorie et décider. C'est un truc dont je me rends compte que j'évoque tout le temps maintenant. Depuis quelques années, on peut se perdre dans des questions théoriques pendant des années, mais à un moment, il faut juste dire, voilà, c'est comme ça qu'on décide. Et là, ils ont décidé... Moi, dans le même genre, j'avais lu un article très intéressant sur une intelligence artificielle assez poussée qui jouait en bourse. Tu sais, ça revient un petit peu à ces articles... Le micro-trading à la nanoseconde. Est-ce que l'argent généré appartient à l'intelligence qui l'a généré ? Alors là, ça pose le problème de la conscience, mais il faisait un parallèle dans cet article que je trouvais marrant, et il disait, mais finalement, on retombe sur les mêmes problèmes. On est choqué, par exemple, quand un chat ou un chien
hérite d'argent. On se dit, mais il peut pas l'utiliser. Et pourtant, il y a des gens qui lèguent des fortes sommes d'argent à des animaux. Je crois que c'est interdit en France. Hein. Je crois qu'il faut un tuteur quand même. Enfin, il faut quelqu'un qui sache le dépenser, l'argent. Parce que sinon, ton chat, il va juste chier dans les billets. Mais moi, j'adore me poser ce genre de questions. Mais après, on tombe dans des spirales. Et finalement, on revient au problème de Jay-Z. La loi décide de ce qui est et de ce qui doit fonctionner. Et c'est le propre d'une loi. Mais elle va peut-être devoir changer dans le futur. Est-ce qu'on aura des consciences artificielles qui auront des droits ? C'est la question que ça pose, en fait. Je fais un petit détour. Il y a une analogie qui était très intéressante. Je ne me souviens plus de qui elle venait, mais d'où je l'ai entendue, mais une analogie très intéressante entre le rapport qu'on a avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et la manière dont on imagine que la conscience et l'intelligence, on va dire la conscience parce que c'est un truc qui est philosophiquement séparé de l'intelligence, mais est-ce que la conscience est en fait une computation, une ordination, un calcul tellement complexe que ça devient de la conscience. Et on imagine le cerveau qui fonctionnerait comme un ordinateur très 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 complexe en fait. Et c'est vrai que cette idée est séduisante. Et il y a quelqu'un qui disait, vous savez, au début du siècle, quand on a commencé à inventer la machinerie à vapeur, on a très vite imaginé que le corps et le cerveau fonctionnaient un petit peu comme de la machinerie à vapeur. Et on a encore aujourd'hui des éléments de langage qui sont hérités de cette époque. On a des soupapes, on est sous pression, il y a plein d'éléments de langage qui sont liés à ça. Et on s'est rendu compte ensuite que, non, en fait, c'était pas tout à fait ça. Mais aujourd'hui, on a cette même analogie qui est un petit peu simpliste, possiblement, et qu'en fait, on se rendra compte dans pas longtemps ou dans très longtemps, que la conscience n'a rien à voir avec une complexité computationnelle, une complexité de calcul, que c'est vraiment complètement autre chose. Et c'est pour ça que Penrose, des fameux Penrose Diagrams, est intéressant, parce qu'il évoque quelque chose de différent qui est lié à le principe d'incertitude de la mécanique quantique, et qu'il dit que la conscience serait une conséquence de ces propriétés physiques de la réalité. Enfin bon, c'est un petit peu un autre sujet. Ouais, non, mais après, on retombe sur je pense donc je suis, enfin Descartes, enfin, ce que je veux dire en fait, la chose, et je te redonne la parole, la chose à retenir, c'est que il est cette idée de penser que la conscience est un calcul tellement complexe que ça devient de la conscience, est séduisante, et moi je trouve ça hyper séduisant aussi, mais peut-être qu'on fait fausse route en imaginant ça. Et donc, je voulais juste le mentionner. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Et tu parles des machines à vapeur. Moi, j'avais lu il y a longtemps, mais effectivement, à une époque, on a cru que en faisant des automates, on allait pouvoir reproduire des êtres conscients et humains. Donc, le débat... mais bon, là, on part dans des débats très philosophiques, notre propre conscience et pourquoi on est là et pourquoi on a cette conscience-là et pourquoi on essaie de la reproduire, pourquoi on essaie de la retrouver ailleurs. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est aussi chaque fois qu'on réfléchit à ce genre de choses, on réfléchit finalement à nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on est ? Tu sais, je sais pas si tu es au courant, mais il y a des scientifiques aujourd'hui, très sérieusement, qui disent qu'on doit mettre dans les dénominations d'espèces animales que, par exemple, les chimpanzés bonobos devraient être considérés comme des humains. Parce qu'on a trop peu de différences pour pouvoir scientifiques pour pouvoir les différencier comme ça de manière complètement empirique, quoi. Oui, c'est encore une autre très longue discussion qui s'ouvre, qui est voisine en fait. T'as raison. Je crois que je pensais pas partir dans des discussions philosophiques sur la nature de la conscience et des personnes synthétiques ou personnes artificielles, mais c'est extrêmement intéressant. Je pense que ma communauté va être morte de rire parce que je viens de leur expliquer que de faire du podcast ou des vidéos YouTube, c'est comme être un chimpanzé et lancer du caca. Donc, ils vont voir les analogies que je suis très obsédé par les chimpanzés en ce moment. Oui, ou par l'autre chose dont tu parles.
Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite virée philosophique. Avant de faire une petite pause, je vais quand même parler de cette histoire de vert et mauve. Il y a en fait, en particulier sur TikTok, un combat épique qui est en train d'avoir lieu avec des nouveaux comptes TikTok qui se créent, des gangs qui se créent entre les verts et les mauves. Et d'où ça vient? Ça vient d'un truc qui est d'un type qui s'est déguisé en une sorte de costume latex vert dans le jeu Grand Theft Auto Online, la version en ligne du jeu, Grand Theft Auto 5. C'est pas dans la vraie vie. Mais du coup, il y a d'autres personnes qui se sont déguisées de la même manière. C'est vraiment vert de la tête aux pieds. Et du coup, d'autres ont commencé à se déguiser en mauve. Ça a débordé sur TikTok. Et ça a complètement, pas dégénéré, mais enfin, ça a pris une ampleur incroyable. Et il y a maintenant des gangs et des rivalités, et c'est bon enfant, hein. Et il y a d'autres types de gangs aussi, mais les deux principaux, c'est les gangs mauves et verts, et c'est devenu vraiment une sorte de nouveau mème, de nouveau combat d'Internet. C'est le Green Alien Gang et le Purple Alien Crew, et c'est des combats, des discussions, des combats épiques qui sont vraiment très drôles à voir. Si vous vous demandez, c'est pas encore sorti du truc, peut-être que ça va mourir et que c'est déjà en train de mourir parce que ça fait 2 jours, mais ça risque aussi de déborder un petit peu ailleurs. Si vous vous demandez pourquoi vos enfants se mettent à faire des trucs en vert et en mauve, c'est peut-être pour ça. Et c'est vraiment marrant à constater si vous allez regarder sur l'internet ce que ça donne. Ça donne comme tous ces phénomènes internet des trucs assez drôles. C'est là où on retombe sur la nature humaine. En fait, on s'en fout complètement du camp qu'on défend. Ce qu'on aime, c'est l'antagonisme. Tu nous donnes Apple versus Android, tu nous donnes vert versus pourpre, ou tu nous donnes n'importe quel antagonisme. On se rue dessus, on adore ça. Complètement. C'est quelque chose de très humain, évolutionnaire en fait. Le fait de reconnaître les siens et de s'opposer aux ennemis, c'est quelque chose qui était important pour la survie et qui laisse ses traces, évidemment. Ouais. Et l'ironie, en fait, c'est que la plus grande richesse également vient aussi des échanges. Donc il faudrait que le vert et le mauve se mélangent pour créer une sorte... C'est quoi? Ça fait du marron, non? Je sais pas si ouais, non, mais forcément... tu dis ça parce que tu es du camp vert, toi. Moi, je suis désolé, je suis du camp mauve. Je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. Bon, on va faire une petite pause pour remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Remercier et applaudir. C'est comme ça. Moi, j'applaudis. Alors, moi, j'applaudis évidemment les gens qui nous aident. Non, on va pas partir dans cette discussion-là. Les gens qui soutiennent j'aimerais quand même raconter un truc. Et je voudrais te demander. Mais toi, tu dois pas entendre beaucoup les applaudissements chez toi, parce qu'il y a pas moi, à part les grues qui crient et les oiseaux qui chantent, pas tellement, non. Mais juste, je voulais partager quand même avec les gens qui nous écoutent. Moi, j'ai un problème. C'est que je suis devenu un vrai chien de Pavlov. C'est-à-dire, à 8 heures, quand les applaudissements commencent, je me mets à saliver parce que c'est l'heure de dîner, en fait. C'est devenu un gros problème. Et j'ai peur de garder ça après le confinement. T'imagines, je vais être dans un spectacle, les gens vont applaudir, je vais me mettre à saliver, quoi. Ça me fait peur. Pas mal. D'accord, oui, effectivement. Bon, bah, merci pour ce petit morceau de vie, cette tranche de vie de Jérôme. Et donc, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil, du coup. Merci aux gens qui soutiennent l'émission et qui me permettent à moi de saliver et de manger, parce que vous le savez, cette émission, elle existe grâce à vous. Elle est soutenue par 2 types de revenus. Il y a la pub qui représente une toute petite partie, d'une part, et il y a les soutiens sur Patreon qui, en plus, donnent droit à un flux de podcasts sans pub qui vous est accessible, qui est disponible pour vous, pour tous ceux qui soutiennent l'émission, donc sans pub, sans même ce message de promotion. Donc cette partie est supprimée également du montage, donc c'est vraiment le minimum de promo.
Mais surtout, ça vous permet d'avoir le sentiment que vous permettez à l'émission d'exister telle qu'elle est, parce que comme je le dis souvent, quand on a un média qui est financé par une source de financement spécifique, eh ben, ça influence un petit peu la nature du média. Vous pouvez bien imaginer que s'il n'y avait que de la pub dans le rendez-vous tech, je pense que, enfin surtout à ce niveau, peut-être que quand on a des millions de téléchargement, on peut faire l'équilibre et trouver des manières de faire exactement l'émission qu'on veut. Aujourd'hui, évidemment, si je n'ai pas le soutien des auditeurs, eh ben, ça influence forcément la manière dont je conçois l'émission. Et je ne parle pas de choses qui sont forcément le côté obscur de la force. Mais là, je peux avoir des revenus corrects pour vivre et des revenus solides qui me permettent d'envisager mon émission dans la sérénité, de lire les sujets en profondeur, d'y réfléchir, de livrer des analyses pertinentes. Je ne suis pas dans l'urgence, par exemple. Et ça, c'est grâce au fait qu'il y a des auditeurs qui soutiennent l'émission vraiment de manière régulière. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font. Comme je le dis là encore souvent, si vous rentrez chez vous, quand vous mettez les clés dans le petit bol, ça fait cling et vous pensez « Ah, maintenant il faut que je soutienne Patrick ». Ou alors, comme on le disait la semaine dernière, je crois que c'est Gaël qui disait ça, en fait, en ce moment, il faut, comme on est coincé à la maison, il y a une personne d'ailleurs qui m'a dit que ça a marché, quand on ouvre le frigo pour aller prendre un verre, on se dit « Ah !» Là, c'est mon coca ou mon verre d'eau ou mon café. Ah, ça serait peut-être le moment que je m'assoie à mon bureau et que je soutienne Patrick. Eh bien, vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez soutenir l'émission. C'est dans les notes de l'émission, vous avez le lien vers le site. Merci à vous. Ou alors, avec les applaudissements de 20h. Voilà. Ah non, je dirais que... oui, c'est sympa, mais je dirais que les applaudissements de 20h, on va les laisser aux applaudissements de 20h. Oui, tout à fait. Bon, on continue avec plusieurs petits sujets. D'abord, où en est Libra ? Eh ben, Libra continue. En fait, vous savez, c'est les ambitions de Facebook de créer une crypto-monnaie mondiale. Et en fait, suite au mouvement de recul des différents gouvernements et organismes même de paiement, qui se sont retirés, de différents organismes qui se sont retirés de l'organisation, eh bien, ils ont pivoté. Ils continuent toujours dans leur direction, mais ce qu'ils veulent faire, c'est plutôt que de lancer une crypto-monnaie, ils vont en lancer plusieurs et ce seront des stablecoins, donc des monnaies adossées à différentes monnaies fiduciaires existantes. Donc il y aura le Libra euro, le Libra dollar, le Libra, etc. Donc ça sera juste un moyen de s'échanger par crypto-monnaie, on va dire, en schématisant un petit peu, des monnaies existantes. Donc, leur cours sera lié au cours des monnaies en question. Donc, ça, c'est, on va dire, beaucoup moins... un concept un petit peu moins ambitieux, mais qui peut permettre à Facebook peut-être d'arriver à ses fins. Et il y aura aussi une monnaie Libra qui sera multi-monnaie, une crypto-monnaie Libra qui sera multi-monnaie, comme elle était prévue à la base, mais pour le moment, ils ont mis ça en deuxième ligne. Je pense que le but est d'apprivoiser les gens et puis petit à petit d'arriver à leur but d'origine, mais en étant un petit peu moins choquant, en faisant les choses un peu moins vite, on va dire. Ouais, j'ai du mal à... Mais bon, c'est parce que je suis pas là-dedans, mais j'ai du mal à comprendre, en fait. Mais l'intérêt... des cryptos liés à des monnaies. Pourquoi je prendrais pas des dollars et pourquoi je prendrais des Libra dollars ? Ah bah on pourrait faire tout un épisode sur les avantages de la crypto-monnaie par rapport à une monnaie fiduciaire classique. Mais ça sera le sujet d'un épisode complet. Mais effectivement, il y a plein que j'écouterai alors. Exactement. Il y a plein d'avantages. Juste pour en mentionner quelques-uns, les coûts de transfert d'argent et la rapidité de transfert. Si Facebook a la main dessus, imagine N26, ta banque en ligne que tu aimes beaucoup, ou n'importe quelle banque en ligne,
qui n'ait plus les contraintes, ou autant de contraintes, parce que c'est quand même un peu régulé, les crypto-monnaies, mais qui n'ait plus autant de contraintes que ce qu'ils doivent faire avec les monnaies fiduciaires classiques. Et qui ne doivent pas se reposer autant sur l'héritage des systèmes de paiement comme Visa, Mastercard, ou les banques un petit peu plus anciennes, etc. Ça libère complètement tout ça. C'est l'un des avantages. Mais bon. Parlons un petit peu tech avec Windows 10 X. Alors, vous vous souvenez, Windows 10 X ou Windows 10 10, si on lit le X en 10 romain, peut-être. Windows 10 10, il sortira d'abord sur les ordinateurs classiques avec un seul écran. Vous vous souvenez, c'était la version de Windows qui était prévue pour les ordinateurs à 2 écrans, et notamment le Surface Neo, ce produit qu'ils avaient présenté il y a quelques mois, qui était un double écran, une tablette double écran en quelque sorte, qui tournerait sous Windows 10 X. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient le sortir sur ordinateur à simple écran. Alors on imaginait bien que ça allait arriver, ou on se doutait que ça pourrait arriver, même si Microsoft disait que ça n'était prévu que pour Surface Neo pour le moment. Mais en fait, l'intérêt du système, c'est que c'est un énième essai, une énième tentative de faire une version simplifiée de Windows qui va fonctionner avec des ordinateurs plus simples, tels que des tablettes ou peut-être d'autres choses. Ils ont essayé à plusieurs reprises avec Windows Mobile, avec Windows RT, avec plein de systèmes différents. Ils savent que c'est important, ils n'ont pas abandonné la partie complètement pour autant. Et leur dernière tentative, c'est Windows 10 X. C'est une version de Windows qui est plus moderne, qui se départit enfin de tout l'héritage un peu lourd qu'a Windows depuis Windows XP d'il y a 25 ans. Et ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Il va évoluer en parallèle de Windows 10, évidemment, mais il est beaucoup plus ambitieux, ou en tout cas, on devine une ambition beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait à l'origine, à l'annonce, quand il était réservé aux appareils double écran. Tu y crois, toi, ouais. Windows 10 X ? Je crois surtout que Microsoft, ils ont un problème de marketing. Honnêtement, je me mets à la place du grand public. Nous, c'est bon, on suit parce qu'on lit l'actu. Mais Windows 10 X, ça me dit rien. Tu vois, ça me dit pas Light Mobile ou quoi que ce soit, quoi. C'est vrai que... Donc ça va encore donner... En fait, ça va encore faire un fork. J'ai peur qu'on ait le même problème qu'avec RT, même si RT, il y avait un vrai problème hardware, que les applications devaient tourner sous Windows RT, être compatibles Windows RT. Mais là, ça va être pareil. On aura des applis qui vont tourner sur Windows 10 X ou sur Windows 10, mais qui tourneront pas sur Windows 10 X. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose de Windows 10 X encore. Je suis sûr que si je plongeais dans les détails du développement, je saurais exactement de quoi il s'agit. Mais je peux tout à fait imaginer, pour le grand public, on vous donne un ordinateur. Bon, il est plus léger qu'un ordinateur, peut-être plus léger qu'un ordinateur classique, ou peut-être pas. Peut-être qu'on peut choisir sur votre ordinateur portable, vous voulez Windows 10 ou Windows 10 X. Ah mais alors attends, qu'est-ce que ça veut dire Windows 10 X ? Ça fait quoi ? Attends, c'est prévu pour les tablettes ? Non, pas du tout. Et c'est vrai que... Mais... En même temps, on est très loin de la sortie encore. Hein. On est assez loin de la sortie, donc on aura le temps de voir ça de manière plus précise quand ils en parleront plus. Ouais, mais tu vois, je reste sur le marketing et il y a un truc qui a beaucoup aidé il y a 10-15 ans avec, on va dire, le fork de l'informatique mobile par rapport à l'informatique ordinateur, c'est qu'on s'est mis à parler d'applications et plus de logiciels. Et dans la tête du grand public, c'était clair. J'avais des logiciels, j'avais des applications. Tu vois ce que je veux dire ? Apps, quoi. Où je veux en venir. Voilà, mobile, la différence entre les apps et les logiciels, ça a été très clair dès le début. Et ça évitait de dire que et tu vois de côté Apple on a dit il y a macOS et iOS, c'est pas les mêmes OS. Là j'en reste qu'au marketing, hein, je parle même pas au niveau technique. Oui. On sait qu'il va y avoir Windows 10 et un Windows 10 X, mais ce Windows 10 X il va avoir finalement des logiciels qui vont tourner que sur lui et pas sur son grand frère. Et ça va être très confusant. Tous les logiciels Windows 10 X, je pense qu'ils tourneront sous Windows 10. C'est l'inverse, c'est pas vrai. C'est là, oui, pardon, je voulais dire l'inverse. Oui, mais ça va rendre les choses pas claires non plus. Oui, on est d'accord. Ouais.
Bon, Voilà. espérons qu'ils feront un logiciel, un OS suffisamment convaincant pour pour parer à ces problèmes, parce qu'ils en ont besoin. Moi, je crois, tu sais, j'ai tellement confiance en Satya Nadella. Je me dis cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. J'ai besoin d'en savoir plus, mais je me dis c'est peut-être la bonne, parce qu'ils ont besoin d'un OS léger. Windows 10 c'est trop lourd pour toutes les utilisations qu'on voudrait en faire, mais. Moi, c'est ce que je dis depuis 2-3 ans, depuis que je teste des surfaces. Le problème des surfaces, c'est un excellent hardware. Microsoft fait un hardware d'enfer. Mais le problème, c'est Windows. Tu retrouves pas l'expérience d'un iPad sur une surface en termes de tablette. Je parle pas en termes d'ordinateur, parce que Windows plombe le truc, quoi. Bon, une preuve qu'on peut corriger ses erreurs. Apple a enfin fini d'abandonner son clavier papillon en sortant le nouveau MacBook Pro 13 pouces, qui n'est finalement pas un 14 pouces du coup. On imaginait peut-être un 14 pouces comme mise à jour du petit MacBook Pro, mais c'est bien un 13 pouces. Alors il a toute une série de mises à jour, et notamment donc meilleur processeur, plus de stockage, etc. Ça, c'est pas super important, mais le plus important, c'est qu'il a le Magic Keyboard, donc le nouveau clavier qui est arrivé avec le MacBook Pro 16 pouces. Et ce qui est encore plus important que ça, c'est que désormais, il n'y a plus d'ordinateur Apple qui est équipé du clavier papillon qu'ils ont défendu corps et âme et qu'ils ont révisé 15 fois, 3 fois, et que j'ai moi sur mon gros MacBook Pro, que j'adore pas, mais que je ne déteste pas non plus. Mais oui, le clavier est abandonné, enfin. Ça faisait 5 ans et ils y sont arrivés. J'imagine qu'il ne te manquera pas. Non, bah moi le mien de papillon il est en panne, tu vois. J'attends que les Apple Store réouvrent, parce que quand j'appuie sur la barre espace, ça me met 2 points. C'est très agréable. Il est possible que tu aies le raccourci qui fait que quand tu appuies 2 fois sur espace, ça met 1 point. Non, je sais, tout le monde me l'a dit. Ah oui, non, d'accord. Il suffit d'appuyer une fois sur espace et ça me fait le raccourci comme si j'avais appuyé 2 fois sur espace. Ah oui, non, mais c'est parce la barre est coincée et donc elle a. Non, mais il y a pas que ça. Les N font des virgules. Enfin bon, c'est papillon fou là. Bon, je crois que s'il y a un truc qui va rester, bon, il y en a plusieurs, mais s'il y a un des trucs qui va rester chez Apple, c'est ce fameux clavier pourri. Ouais. Intel lance sa nouvelle génération de processeurs, et là encore, c'est pas tellement pour la nouvelle génération de processeurs que c'est intéressant, mais pour dire que ils sont, alors c'est la génération Comet Lake, ils font partie de la génération Comet Lake qui ont 10 cœurs et qui vont atteindre des vitesses de 5,3 GHz, qui est très élevé pour la moyenne des processeurs, mais surtout, ils sont conçus avec leur architecture 14 nanomètres plus, qui est une extension de leur architecture 14 nanomètres, là où la concurrence est déjà à 7 nanomètres avec 16 cœurs. On en parle souvent de ce retard qu'a pris Intel et qu'ils ont avoué et dont ils ont dit qu'ils allaient tout faire pour le rattraper en changeant la manière dont ils approchent leur ingénierie. Mais c'est assez incroyable de voir que Intel est à ce point en retard. Pour information, c'est pas qu'on passe de 14 à 7 nanomètres. On passe d'abord par 10 nanomètres. Peut-être qu'ils vont le sauter, mais les procédés de gravure sont 14, 10, puis 7. Et puis on passe à 5. Mais donc Intel est en retard de 2 générations, même s'ils ont amélioré leur génération 14 nanomètres. Donc la concurrence de AMD se fait vraiment forte, et surtout la concurrence des processeurs ARM également, dans certains domaines qui vont arriver de plus en plus. Bon, on en reparlera, mais ils sont en retard. Et puis, dernier sujet que je voulais évoquer, c'est cette histoire de Xiaomi qui fait des téléphones très bon marché. Vous vous en souvenez, on en parle souvent, c'est des bonnes alternatives à des prix raisonnables. Sauf que, selon 2 chercheurs en sécurité, il y a des données assez identifiantes, un petit peu anonymisées, mais assez identifiantes quand même, qui sont envoyées sur des serveurs en Russie et en Chine aux serveurs de Xiaomi, à tel point qu'on a des chercheurs qui ont décrit les téléphones Xiaomi. C'est des données de navigation web, mais pas que, des données d'utilisation du téléphone, de quelles applications on ouvre, quelles applications on utilise, etc. Et certains chercheurs ont dit,
c'est tellement énorme que, en fait, c'est une backdoor avec une fonction smartphone, ce truc. C'est pas un smartphone. Alors, Xiaomi s'en est défendu en disant non, c'est des données anonymisées, la vie privée de nos utilisateurs, les données privées sont très importantes pour nous, machin. Très sincèrement, pour avoir lu un petit peu sur le sujet, c'est clairement une faille de sécurité ou en tout cas un manquement au respect de la vie privée des utilisateurs assez exceptionnel. Et les explications de Xiaomi, même s'ils ont dit on va mettre une option pour opt-out, c'est pour étudier les usages, c'est anonymisé, c'est agrégé, c'est juste pour améliorer l'expérience utilisateur, je trouve que ça tient moyen. Surtout qu'on n'est plus en 2014, on va dire, ces sujets sont connus et les bonnes pratiques sont connues, et clairement, ils sont carrément pas dans les bonnes pratiques. Donc, bon, voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça alimente les conspirations sur la Chine, mais c'est clairement pas un bon point. Ouais, c'est un peu le problème avec ce type de dossier. Moi, je me suis fait pas mal attaquer quand je l'ai abordé hier. C'est vrai que c'est difficile de distancier ces sujets-là de l'anti-chinois qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, qui jette un peu l'opprobre sur tout ce qui est chinois, et qu'il faut faire attention à ça aussi. Sur cette histoire, il y a beaucoup de confusion parce que la collecte de données c'est fait par tous les constructeurs de smartphones parce qu'ils en ont besoin pour faire fonctionner les smartphones. Là où il y a des opacités, c'est effectivement sur la sécurité de comment sont conservées ces données, quelles sont les données collectées, parce qu'il y a des choses dont Xiaomi n'a absolument pas besoin pour améliorer ses smartphones. Donc c'est ces questions-là qui se posent en fait. Ouais, exactement. Et bon, donc comment dire, si vous utilisez un téléphone Xiaomi, ça veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle tout de suite, mais je dirais que... Non, ils ont sorti un correctif ce matin, mais la sortie même de ce correctif, c'est admettre le problème. C'est admettre le problème. Et puis, si j'ai bien compris, à moins qu'ils aient changé leur décision depuis, le correctif, c'est donner une option pour opt-out de ce fonctionnement. C'est même pas que ça va de soi-même annuler le fonctionnement. Donc, sur ce genre de choses, comment dire, ça met les téléphones Xiaomi peut-être dans une catégorie que je recommande moins, du coup, qu'il y a quelques jours. Parce que ça, c'est... Même si on ne sait pas... Le problème, c'est que quand il y a le doute qui s'installe, du coup, et ça va nous servir dans la discussion peut-être sur Stop Covid, mais du coup, on se pose la question, et comme il y a d'autres alternatives où on se pose moins la question, et pourtant, chez Android, c'est déjà un petit peu... la question se pose un petit peu plus que sur iOS, mais du coup, oui, il y a des téléphones bon marché chez Xiaomi, mais il y en a d'autres peut-être ailleurs, et puis c'est... Ouais, donc jusqu'à preuve du contraire, moi, je fais un pas en arrière. Je fais très attention parce qu'avec l'anti-chinois qu'il y a en ce moment, on a vite fait aussi, et les affaires de Huawei. Non, mais là, c'est déconnecté. Ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même des articles à clic. De taper sur une marque chinoise en ce moment. Bien sûr. Mais je dis pas que c'est pas vrai ce problème, mais et que Forbes a pas fait une bonne enquête, mais ouais. C'est vendeur en ce moment d'attaquer des marques chinoises. Ouais, disons que moi, j'ai pas dit je ne recommande pas les téléphones Xiaomi. J'ai dit que je fais un pas en arrière et que du coup, je me dis c'est un peu suspect, attendons de voir. Le problème avec ce genre d'ambiance, c'est que si c'est effectivement un fait avéré, ça a l'air d'être avéré, hein, c'est pas vraiment contesté. Même Xiaomi, ils disent pas on le fait pas. Xiaomi, ils disent on le fait pour telle et telle raison. Et nous, on trouve que c'est anonymisé. Mais... On le fait comme les autres, c'est un peu ce qu'ils ont dit. Ouais, non, pas vraiment. Ils ont dit, nous, on le fait... Enfin, ils disent, oui, on le fait comme les autres, mais on voit bien, d'après les résultats des recherches, que ce qui se passe, c'est pas comme ça se passe chez les autres. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, l'idée de se dire, ah bah attends, avec toutes ces histoires sur les Chinois, du coup, est-ce que c'est oui ou non ?
il faut essayer de voir les choses de manière objective. Là, ce qu'on en sait, alors peut-être qu'on nous a amené en bateau, hein, c'est possible, mais d'après ce qu'on en sait, ça a l'air d'être avéré, et du coup, ne pas en parler parce qu'il y a cette ambiance de suspicion qui un petit peu malsaine, ou en tout cas non avérée, qui plane sur les constructeurs chinois, ne pas en parler pour cette raison, ça serait de la même manière faire une erreur professionnelle, parce que on va pas ne pas en parler parce que il y a cette suspicion qui pourrait porter préjudice ou je ne sais quoi. Là, en isolation, ces pratiques sont critiquables. Et donc, je pense qu'il faut les critiquer pour ce qu'elles sont, et pas dans le contexte de les Chinois sont méchants. Non, mais je suis d'accord. C'est juste que ces sujets-là, comme tu dis, c'est notre boulot de les traiter. Moi, je les traite avec des grosses pincettes parce qu'il faut les contextualiser dans l'ambiance d'aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, une chose que j'ai dite, et bon, on m'a un peu attaqué là-dessus, Xiaomi ne fait pas que des téléphones pas chers, mais d'une certaine manière, quand vous achetez un produit vraiment pas cher, il y a des économies qui ont été faites quelque part. Et je pense pas que Xiaomi ait une équipe d'experts en sécurité et de protection de la vie privée, comme peut avoir Apple, par exemple. Les économies sont souvent faites aussi sur les ressources humaines et les ingénieurs qu'on va recruter pour faire telle ou telle chose. Et Xiaomi, c'était peut-être pas leur priorité jusqu'ici, on va dire la sécurisation des informations personnelles des utilisateurs. Voilà, c'est tout ce que je dis sur le sujet. Oui. Voilà. C'est bien dit. Non, mais c'est bien dit. Je pense que c'est un résumé crédible, plausible. On ne sait pas si c'est exactement le cas, mais c'est plausible. Parlons justement d'un peu de résultats trimestriels. Alors, on ne va pas détailler tous les chiffres, hein, bien sûr, mais en gros, en quelques mots, il y a moins de production et de vente de smartphones, c'est clair. On est de l'ordre de 10% de moins par rapport au trimestre précédent. Il y a plus de ventes d'ordinateurs, parce que les gens ont besoin d'ordinateurs pour travailler de chez eux. Et il y a beaucoup plus d'utilisateurs mensuels et quotidiens sur tous les services, que ce soit Facebook ou YouTube ou les services de bureautique. Mais moins de monétisation dans certains de ces services, en particulier sur YouTube, ce qui me semble être une anomalie. Je pense que les annonceurs se sont dit « Oula, on ne va pas dépenser d'argent maintenant », alors qu'en fait, il y a plus de visionnage que jamais, ce qui est étrange. Je pense que c'est carrément ça, ouais. En fait, le CPM, ce qu'on appelle le CPM, le coupon 1000 vues publicitaires, a dégringolé. Ça fait encore plus mal aux États-Unis parce qu'ils ont un CPM bien plus élevé que les youtubeurs français. Et eux, ça a été divisé par 2. Nous, c'est déjà divisé par 2 d'habitude, donc on le sent moins. Mais la plupart des chaînes te diront que, alors ça dépend des chaînes, mais globalement, soit on a les vues qui ont augmenté, mais les revenus ont baissé parce que en fait, il y a beaucoup moins d'inventaire publicitaire, il y a beaucoup moins de pubs et les pubs sont moins bien payées. Donc ça, c'est un fait. Après, il y a d'autres chaînes qui ont vu des diminutions de leur audience parce que les gens vont chercher plus du contenu divertissant en ce moment que du contenu informatif. Mais il y a une crise publicitaire. Enfin, il y a une crise. Disons que la pub fait partie des secteurs qui ont été les premiers touchés. En gros, toutes les campagnes sont reportées et même moi, je sais tout ce qui est sponsor, etc. Il y a des OP, elles vont se déclencher peut-être plus tard et peut-être pas. Voilà, donc c'est effectivement un gros manque à gagner, quoi. On n'a pas à se plaindre par rapport à d'autres métiers, attention, hein. Mais c'est juste que, effectivement, pour les créateurs de contenu, quels qu'ils soient, les revenus ont sérieusement baissé. Sans compter en plus que Amazon voudrait baisser les revenus d'affiliation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on baisse en ce moment, en fait. Bon, c'est là que je me dis qu'il est bon d'avoir plusieurs différentes sources de revenus. Tu sais, c'est marrant. Et comme toi, moi, j'ai un pilier, c'est aussi le crowdfunding. Et ce pilier me permet d'être beaucoup plus serein que certains de mes collègues.
Tu sais, je disais il y a quelques temps, il y a quelques mois, que je voulais justement pour pérenniser l'activité, pour m'assurer que je puisse continuer longtemps, pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Bon, il se trouve que c'est évidemment le panier d'origine qui fonctionne bien, mais le fait d'avoir une seule source de revenus, c'est un danger absolument énorme. Et là, on le voit encore une fois. Donc, je me dis que j'avais pas forcément tort sur le principe, quoi. De toute façon, si tu veux vraiment être stable, faut être comme une araignée. Hein. Faut avoir plein de pattes. Quelques chiffres intéressants. Le Xbox Game Pass a 10 millions d'abonnés, ce qui est quand même un gros chiffre. Le Game Pass, c'est l'abonnement au catalogue de jeux de Microsoft, qui inclut évidemment des jeux d'éditeurs tiers. Super affaire. Si vous aimez les jeux vidéo et que vous avez ou non une Xbox d'ailleurs, parce qu'il est possible de l'avoir sur PC également. Le Xbox Game Pass est une super affaire. Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram ensemble, c'est 3 milliards d'utilisateurs mensuels. Plus de 3 milliards d'utilisateurs mensuels. Bon, on s'en doutait vu que Facebook à eux seuls, c'est 2,5 milliards, mais en ajoutant tout le monde, c'est des utilisateurs uniques dont on parle. 3 milliards, impressionnant. Google Meet, et dans les jours qui viennent, va être gratuit pour tout le monde, tous ceux qui ont un compte Google, bien sûr, mais la concurrence envers Zoom, qui s'est bien mise à jour d'ailleurs, est particulièrement forte. Donc Google Meet est en train d'arriver pour tout le monde. Et puis, bon voilà, je crois que c'est à peu près tout au niveau des chiffres. On va faire le point sur l'application Stop Covid. Avant de parler de ça, je voudrais juste dire que je vais faire comme je l'avais fait il y a quelque temps. Je vais ajouter pour les patriotes, à la fin de l'émission, une petite section où je vais traiter des sujets dont on n'a pas eu le temps de traiter dans l'émission. Comme je le disais à l'époque, depuis que l'émission existe, il y a toujours des sujets, même quand on fait 2 heures, il y a toujours des sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Donc, je vais la concaténer à cette émission pour les patriotes. Donc, vous n'aurez pas besoin de télécharger un autre truc. Et je la mettrai dans quelques jours sur le flux public. Mais si vous voulez ces autres sujets qui sont des réflexions un petit peu plus générales sur l'avenir, le monde post-confinement et ce que ça pourra donner au niveau tech, vous pouvez l'avoir si vous écoutez par Patreon, non seulement vous n'avez pas la pub et les promotions, mais en plus vous avez ça directement dans votre épisode, et puis ça arrivera en épisode bis en fin de semaine pour les autres. Mais c'est des sujets assez intéressants, je pense. Mais pour conclure cet épisode, donc le point sur l'app Stop Covid, le feuilleton du printemps, on va dire. D'une part, Apple et Google ont commencé à expliquer comment va fonctionner leur système d'API. Ils ont montré des exemples de capture d'écran de l'interface. Ils ont détaillé les politiques d'utilisation, etc., etc. Leur nouvelle API s'appelle notification d'exposition et non plus traçage. C'est un petit peu plus précis. C'était l'une des recommandations des experts. C'est une notification d'exposition. Ça explique mieux ce que fait le système. Évidemment, seuls les pays pourront, les gouvernements, les organismes officiels pourront développer des apps qui utiliseront ces API. Et donc ça arrive. Et certains pays ont fait le choix de les utiliser. Ça a l'air de correspondre à ce qu'ils avaient décrit à l'origine. Mais la France est toujours dans une direction autre, qui utilise un protocole différent, qui ne peut pas être compatible avec le système de notification d'exposition au Covid-19 développé par Apple et Google. Et Cédric O, notre secrétaire d'État au numérique, a annoncé il y a quelques heures à peine qu'effectivement Apple n'acceptait pas de faire une exception pour le gouvernement français, pour permettre à l'application du gouvernement d'accéder aux données Bluetooth en tâche de fond
pour toutes les raisons qu'on a détaillées dans l'épisode précédent. S'il vous plaît, si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas les détails de ce choix, allez écouter à la fin de l'épisode précédent. J'ai fait une longue discussion sur ce sujet, enfin une longue explication, mais en gros, je résume. Le fait de faire une exception pour le gouvernement français de la part d'Apple ouvrirait la porte à de potentiels abus, non pas pour cette application elle-même, mais pour l'avenir. C'est vraiment, souvent je dis, il ne faut pas s'accrocher à ces principes à tout prix, parce que parfois l'efficacité prime. En l'occurrence, c'est pas tout à fait le cas, et il y a un principe qu'il pourrait être dangereux de casser, et en plus Apple ne va pas commencer à faire des exceptions pour tout le monde, parce que c'est un précédent dangereux. Voilà, la chose à retenir, c'est que c'est un précédent dangereux. L'exception en elle-même n'est pas forcément dangereuse, mais le précédent l'est pour notre sécurité en tant qu'individu et pour notre vie privée et la protection de notre sécurité informatique, en fait. Donc, Cédric O a dit qu'il ne s'expliquait pas le refus d'Apple sur ce point, ce qui est... Comment dire ? Vous savez... Moi, c'est ça que je m'explique pas, quoi. Comment Cédric O peut dire qu'il s'y attendait pas ? Disons que c'est un discours qui est éminemment politique, mais il y a un gros problème de contradiction dans ce discours, c'est que Cédric O a publié un long article sur Medium, qui était assez intéressant d'ailleurs, sur la dépendance des États aux géants de la tech. C'est intéressant qu'il l'ait publié sur Medium, ceci dit, mais enfin bon. Ouais. Et il explique que, pour tout un tas de raisons, il faut que les géants de la tech puissent s'adapter aux demandes des États, ce que je peux comprendre. Le truc, c'est qu'il dit en même temps, cette application, alors elle n'est pas essentielle pour la stratégie de déconfinement, c'est pas la pièce maîtresse, mais elle fonctionne et elle est importante, même si quelques pourcents de la population l'installe, parce qu'on dit souvent qu'il faudrait 60% de la population qui l'installe pour que ça soit efficace. Lui, il dit non, même à partir de quelques pourcents, ça peut aider. Ok, très bien, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment le moment de s'arc-bouter sur un principe qui, pour le coup, est une décision politique entre tel et tel protocole, celui d'Apple ou celui de l'Europe, qui ont tous les deux des avantages et des inconvénients, ça c'est établi, ils ont des avantages et ils ont des inconvénients tous les deux, il est difficile de dire que l'un est meilleur que l'autre, ou de très très peu. Admettons même que le protocole choisi par la France, le protocole Robert, soit, on va dire, pour lancer un chiffre comme ça, 10% meilleur que dans les capacités de combat contre la pandémie, 10% meilleur que l'autre. On voit bien qu'il n'est pas possible d'utiliser ce protocole de manière optimale parce que l'application sera disponible à terme et pourra être installée et utilisée sur les téléphones Apple, mais beaucoup moins efficacement. Alors, je ne sais pas exactement comment ils vont faire en sorte qu'elle soit utilisable sur les téléphones Apple, parce que s'ils n'ont pas accès au Bluetooth en tâche de fond, ça veut dire qu'il va falloir lancer l'application et qu'on a 5 minutes. Enfin, je ne sais pas, il faudra voir comment ça fonctionne exactement, mais moi, en l'état, je ne vois pas comment ça peut être utilisable de manière autre que anecdotique. Mais donc, s'il dit que c'est effectivement efficace, dans ce cas-là, il ne faut pas s'arc-bouter sur le principe. Et si c'est important dans le combat contre la pandémie, même à quelques pourcents, eh ben, utilisons la solution d'Apple qui est là, et on se battra quand la maison est plus en train de brûler. Donc, oui, et puis moi, c'est ce que je disais ce matin. Je crois que si Apple et Google avaient sorti l'application en disant Apple et Google, on prend en charge, c'est nous qui allons vous dire. On aurait dit ah non, il est hors de question que Apple et Google aient le contrôle là-dessus. Mais d'un autre côté, on le voit bien, notamment en France, le gouvernement qui dit nous, on va contrôler ça de bout en bout, ben les gens disent j'ai pas trop envie non plus que ça soit le gouvernement et finalement de mélanger un peu des deux, l'API Apple Google et le gouvernement qui va construire l'appli dessus. Est-ce que ça serait pas la bonne solution, justement, ne serait-ce que face aux réticences du public? Ben voilà. Il y a une forme d'équilibre des pouvoirs qui est contre-intuitive, parce qu'on donne une partie des pouvoirs aux géants de la tech, alors qu'on vous répète depuis des années, ils ont trop de pouvoirs, c'est vrai. Mais quand on regarde le contexte, la situation d'aujourd'hui spécifique, celle-ci, eh ben là, c'est plutôt positif.
Mmh. Et moi, j'ai un peu peur, je ne connais pas personnellement Cédrico et avec tout le respect que je lui dois, j'ai un peu peur qu'il se soit bloqué avec une phrase qu'il a prononcée trop vite, en disant nous ne plierons pas devant les... Du coup, il s'est mis dans un piège politique, c'est que une partie de l'électorat, effectivement, est très anti-GAFAM, dès qu'on parle d'Amazon, dès qu'on parle de tout ça, est à fond, mais je ne sais pas si c'était vraiment le sujet sur ce sujet-là, de faire, de sortir la carte de la souveraineté. Sur ce sujet-là, était peut-être pas le bon moment, et j'ai peur que maintenant il ait peur de se contredire et que du coup ça enterre le projet, quoi. Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est quelque chose qui a été réfléchi. Il y a peut-être une stratégie derrière que je ne vois pas encore, c'est possible. Mais vu d'ici, on a l'impression qu'on est dans un bateau qui est en train de couler et que le capitaine est en train de dire pas de question qu'on utilise les bouées rouges. Il est écrit dans le manuel qu'on doit utiliser des bouées jaunes. Tu vois ? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Bon. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de pas avoir d'appli du tout, alors que ça aurait peut-être été un outil important. Voilà. Bah, l'application va arriver et elle sera c'est plus facile ouais, sur mais Android personne va l'utiliser. Ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est encore un autre problème. Non, mais même au-delà du fait que les gens l'adoptent ou pas, là, il y a tellement de bad buzz autour. Et puis, imagine si ça marche pas bien sur les iPhones, bah, autant dire que ça va être 5% de la population qui va l'utiliser et encore. Bah, dans son long post Medium, Cédrico dit que même à quelques pourcents, ça commence à être utile. Donc, 5%, c'est mieux que rien, peut-être, selon lui. Ouais. D'ailleurs, pour répondre à cette prophétie, à Singapour, ils ont lancé une app Stop Covid qui n'a pas du tout fonctionné parce que peu de gens l'ont installée, etc. Donc, ils sont passés à un autre système qui est un système de check-in. Donc, quand tu rentres dans un bâtiment, tu dois scanner un QR code et quand tu en sors, tu scannes un QR code ou alors c'est pas obligatoire, mais sinon, tu peux pas rentrer dans les bâtiments. C'est plus simple. Ou alors, tu dois te faire scanner ton téléphone par leur système et donc, ils savent qui est allé dans quel bâtiment, et là c'est beaucoup moins protecteur des données privées, mais là encore c'est pour combattre cette... mais on instaure ça en France, alors là... Ah bah évidemment. On va avoir une révolution masquée. Hein. Mais voilà, c'est juste pour noter que cette application ce principe de cette application a posé des problèmes à Singapour, en tout cas n'a pas été efficace à Singapour. Bon bah voilà pour cet épisode, comme je le disais tout à l'heure, on est déjà à presque 1h15, 1h10, il y aura un petit bonus pour les patriotes qui veulent l'écouter et en épisode bis pour les autres dans quelques jours, mais pour cet épisode-ci c'est terminé. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver quand tu fais tout tes trucs en ce moment, de partout, le plus dur c'est d'échapper à Jérôme en ce moment, parce que je suis en live le matin à 14h sur Twitch, le soir aussi un petit peu. Non, globalement, vous retrouverez tout ça sur la chaîne YouTube Nowtech. Et maintenant, donc, pour ceux qui sont pas au courant, on a une nouvelle chaîne Twitch qui s'appelle Nowtech QG, comme un quartier général, le QG. Super. Eh bien, Nowtech QG sur Twitch. N'oubliez pas non plus Cédric Bonnet et Corben sur Twitter, nos camarades qui ne sont pas là aujourd'hui. Et Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, si vous voulez voir une photo qui ferait tourner la tête des personnes de la 40 et 50 et 60, une vraie illustration de roman de gare, vous pouvez, c'est de moi que je parle, hein, une photo d'un sensuel absolument invraisemblable, vous pouvez aller sur Instagram, Note Patrick sur Instagram, sur Facebook et Twitter également bien sûr. La newsletter est en bonne voie. On a fait déjà plusieurs semaines de tests avec les Patriotes. Les Patriotes reçoivent une newsletter hebdomadaire depuis quelques semaines. Les retours sont incroyablement positifs et c'est un autre moyen de suivre l'ActuTech. Donc si vous voulez voir la newsletter hebdomadaire, vous pouvez devenir patriote et on est en train de travailler sur un truc moins fréquent pour un public un peu plus large, mais on est en train d'y réfléchir. Et puis bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission de manière générale, il y a Kling Patrick avec les clés, il y a on ouvre la porte du frigo pour se rafraîchir et là on pense à Patreon et on a le plaisir de soutenir l'émission, la connaissance,
le savoir, la fierté de contribuer à un média qui, j'espère, est de qualité. Donc, n'oubliez pas, c'est sur patreon.com/rdvtech. Dans les notes de l'émission, vous avez le lien et ça prend vraiment 2 minutes. Montre en main, vous cliquez sur le lien, 2 minutes plus tard, c'est plié. Vous pouvez faire ce que vous aviez à faire dans votre vie. Ça ne va pas vous occuper l'après-midi. Patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous. Voilà, je t'ai fait le bruit des clés. Ah, merci. C'est ça qui manque. Encore un peu. Voilà, le bruit des clés. Voilà. Merci Jérôme. Merci à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.